Pardon, qui porte sur un sujet qu'on aborde finalement pas si fréquemment que cela, puisqu'on entend beaucoup parler du Brexit, on entend beaucoup parler de l'Union européenne, on entend beaucoup parler de Theresa May, on entend beaucoup parler de Michel Barnier, on entend beaucoup parler de Londres et de Bruxelles, mais finalement, on ne parle pas forcément énormément d'un des acteurs qui est concerné au premier chef par la question et par ces négociations, à savoir la République d'Irlande. Donc nous avons la chance d'avoir pour l'occasion un panel d'intervenants qui est extrêmement relevé et qui risque de surcroît, je pense, d'aborder la question sous des angles un tout petit peu différents, que ce soit politique, académique ou diplomatique. Donc j'espère que ça nous promet un débat passionnant. On a la chance également d'aborder ce sujet à un moment où il est au cœur de l'actualité européenne, puisque, comme vous le savez peut-être, les chefs d'État et de gouvernement européens vont aborder le sujet le 28 et 29 juin prochain au Conseil européen. L'idée, c'est d'essayer d'aboutir à un compromis politique, ou au moins d'avancer vers un compromis politique qui puisse être traduit juridiquement à l'horizon de la fin du mois d'octobre 2018, de manière à ce qu'on ait ensuite le temps de ratifier cet accord ficelé juridiquement de part et d'autre de la Manche. L'horizon, naturellement, c'est la date effective, en principe, du Brexit, à savoir le 29 mars 2019. Donc, le problème, en fait, c'est que, et c'est comme ça que je souhaite lancer un peu le débat aujourd'hui, c'est qu'on a, à bien des égards, l'impression d'être face à une équation un peu insoluble. Si on la regarde un peu, on la retourne dans tous les sens. D'un côté, en fait, vous avez un pays membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni, qui a voté par référendum, par la voie populaire, pour sortir de l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire, en particulier, sortir du marché unique et sortir de l'union douanière. Donc, au risque de faire une pétition de principe, quand vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas à l'intérieur et vice-versa. S'il y a une frontière, c'est que vous êtes à l'extérieur. S'il n'y a pas de frontière, c'est que vous êtes à l'intérieur. Donc, si vous êtes à l'extérieur, il faut bien qu'on mette cette frontière quelque part. Soit vous la mettez entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, ce qui est difficilement acceptable politiquement pour le gouvernement de Dublin pour des raisons historiquement connues, puisqu'on connaît l'histoire de la région. Soit vous la mettez, en gros, dans la mer d'Irlande, entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, ce qui est une position qui est difficilement acceptable pour les unionistes en Irlande du Nord, qui sont pourtant une des conditions de gouvernement, de la majorité gouvernementale de Theresa May, la première ministre britannique. Soit vous acceptez que le Royaume-Uni reste au sein de l'union douanière, voire du marché unique, ce qui est une position qui est difficilement politiquement acceptable pour la frange du Parti conservateur qui est en faveur d'un Brexit dur et qui soutient le gouvernement de Theresa May. Soit, autre scénario, vous acceptez l'hypothèse d'un no deal, donc d'une absence de compromis, ce qui, en réalité, si vous regardez la majorité à la Chambre des communes, est également peu plausible, puisque vous n'avez pas de majorité dans la Chambre des communes britannique pour un scénario de no deal. Enfin, soit vous revenez sur le résultat du référendum, ce qui est également une solution qui est extrêmement compliquée politiquement, puisque vous vous ouvrez à la critique qui consisterait à dire David Cameron a soumis à la voix populaire le destin du Royaume-Uni, et si vous faites l'inverse, vous nourrissez le soupçon des citoyens à l'égard des processus politiques en Europe, que ce soit au Royaume-Uni ou de par l'Europe. Donc en fait, dans tous ces scénarios-là, on a l'impression d'être face à une impasse. Et
je ne veux pas être je veux pas être par trop pessimiste, mais nous avons des outils diplomatiques de qualité en Europe et on peut espérer qu'ils vont travailler en bonne intelligence pour trouver ce qu'on peut appeler la quadrature du cercle, de manière à préserver les intérêts de tout un chacun. Ça pourra peut-être passer par une crise entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou une crise majeure, y compris au sein du Royaume-Uni. En tout cas, vous l'aurez compris, les enjeux sont significatifs. Et pour comprendre ces enjeux, nous avons la chance d'avoir ce soir son Excellence Patricia O'Brien, qui est ambassadrice d'Irlande à Paris. Nous avons Pauline Schnapper, qui est professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université de Paris 3. Et nous avons Francis Wurtz, député européen honoraire, et qui est président de l'Institut d'études européennes de Paris 8. Madame l'ambassadeur, je vous propose d'ouvrir le débat et vous cède immédiatement la parole pour une intervention de 10 minutes à un quart d'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Vous avez expliqué très clairement les défis et les problèmes. Je tiens maintenant à vous remercier et l'IRIS aussi pour avoir organisé cette soirée et de me donner l'occasion de présenter la position du gouvernement irlandais sur le Brexit. Ce débat est opportun puisque les dirigeants de l'Union européenne s'apprêtent à se réunir à Bruxelles la semaine prochaine pour faire le point sur les avancées des négociations avec le Royaume-Uni et en particulier sur la question irlandaise. Permettez-moi de commencer en exposant les raisons pour lesquelles le Brexit est une question si importante pour l'Irlande. Le Brexit pose des défis politiques, économiques, sociaux et diplomatiques sans précédent pour l'Irlande. Nous serons plus touchés que tous les autres États membres de l'Union européenne par le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Notre relation avec le Royaume-Uni est unique tant dans la force que la profondeur des liens historiques, humains, politiques, économiques et culturels qui nous lient. Le Brexit aura un impact important sur le commerce et l'économie de l'Irlande. Pour comprendre l'ampleur de ces répercussions, un simple coup d'œil permet de saisir à quel point les économies irlandaises et britanniques sont interdépendantes aujourd'hui. L'Irlande est l'une des économies les plus ouvertes au monde. Les échanges commerciaux sont déterminants pour notre pays en raison d'un marché intérieur restreint. Notre histoire, notre géographie et notre culture font qu'une grande partie de notre commerce s'est toujours fait avec le Royaume-Uni. Bien que nous ayons réussi à diversifier les exportations vers les marchés internationaux, bon nombre de nos exportations de biens et de services sont destinées encore au Royaume-Uni. Notre secteur agricole sera particulièrement touché par le Brexit. Près de la moitié de nos exportations alimentaires et d'animaux vivants sont destinées à la Grande-Bretagne ou à l'Irlande du Nord. Notre industrie touristique repose beaucoup sur la venue de touristes en provenance du Royaume-Uni. L'accès aux eaux autour de la Grande-Bretagne est très important pour nos pêcheurs et l'industrie des produits de la mer, comme c'est le cas d'ailleurs pour la France. Nous dépendons aussi du Royaume-Uni pour le transport de nos exportations vers d'autres marchés internationaux et de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est notre pont terrestre et notre pont aérien vers le reste du monde. Par conséquent, pour l'Irlande, l'objectif stratégique des négociations sur le Brexit est clair.
Établir des relations futures aussi étroites que possible entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Une relation qui reconnaît et soutient l'entendu de nos intérêts communs, qu'ils soient économiques, sécuritaires ou politiques. Le Royaume-Uni restera notre voisin proche et notre partenaire dans de nombreux domaines. Et maintenant, je vais parler de la paix en Irlande. L'autre objectif stratégique clé pour nous a toujours été de veiller à ce que l'issue du Brexit ne compromette en rien les acquis obtenus lors du processus de paix en Irlande du Nord. Nous sommes particulièrement soucieux de protéger les éléments essentiels de l'accord de Vendredi Saint. Il s'agit de l'accord conclu il y a 20 ans et qui a ramené la paix en Irlande du Nord. Il est le socle de la paix en Irlande du Nord. Alors que nous restons dans l'Union européenne et le fait que l'Irlande du Nord va sortir de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, il y aura des répercussions énormes pour nous tous sur l'île d'Irlande. Actuellement, il existe une frontière invisible entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Cette frontière invisible signifie que les gens ainsi que les marchandises circulent librement dans toute l'Irlande. Les gens peuvent traverser librement la frontière, que ce soit pour faire des courses, travailler, étudier, se faire soigner ou rendre visite à des amis et à la famille. L'absence de frontières est peut-être le résultat le plus visible, ou devrais-je dire invisible, du processus de paix pour l'île d'Irlande. Elle a permis de rétablir les relations aux collectivités de se développer, de partager les services et transformer le cours naturel de la vie quotidienne. Pour beaucoup, la frontière n'est pas seulement invisible, mais elle est inappropriée. Avoir réussi à rendre cette frontière invisible ne doit pas être sous-estimé. C'est là où le marché unique et l'union douanière de l'Union européenne ont joué un rôle capital. La suppression des postes frontières douaniers, suivie à son tour par celle des infrastructures sécuritaires et des points de contrôle, a conduit naturellement au simple effacement de la frontière. Il faut bien garder en tête que le processus de paix en Irlande du Nord et l'absence de frontières ou d'infrastructures physiques sont dus en grande partie à notre adhésion conjointe à l'Union européenne. Le fait que le Royaume-Uni et l'Irlande soient tous deux membres de l'Union européenne, y compris l'union douanière et le marché intérieur, est la pierre angulaire du processus de paix. Si vous le permettez, j'aimerais vous faire un récit d'un déplacement que j'ai fait en février dernier. Il m'a été donné de visiter la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord avec notre ministre des Affaires européennes et son homologue français, Nathalie Loiseau. C'était un matin frais, au début du printemps. Nous roulions sur une petite route sinueuse de campagne bordée de collines verdoyantes, se déversant par intermittence en Irlande du Nord. Alors que nous longions la frontière, les seuls et uniques panneaux que nous croisions étaient des panneaux de signalisation routière, tantôt marqués en kilomètres et tantôt marqués en miles. Le marquage de la signalisation au sol lui passait tantôt du jaune au blanc et vice-versa.
nous nous sommes arrêtés dans un petit café pour prendre une tasse de thé. M'adressant au ministre présent, je leur ai fait remarquer que nous étions assis là, tout bonnement, en Irlande, à contempler sereinement, à un jet de pierre, les collines couvertes de moutons qui s'étendaient devant nous en Irlande du Nord. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, et je déclarais le cœur gros, le tableau était tout autre. Dans ce paysage si paisible aujourd'hui, se trouvaient là des postes frontières lourdement fortifiés, cibles de choix pour les terroristes, alors que nous étions assis et buvions notre thé sous un soleil radieux. Il était difficile d'imaginer un seul instant que 18 personnes, dont un enfant, avaient été tués alors qu'ils étaient en voiture sur ces mêmes routes frontalières que nous avions empruntées. Mesdames et messieurs, par ce témoignage, mon point est de vous faire prendre conscience de l'enjeu que représente la sortie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne pour l'Irlande. Il n'est pas question de revenir en arrière. Nous ne pouvons pas nous permettre que ces postes frontières défigurent à nouveau ces collines. L'adhésion à l'Union européenne et l'accord du Vendredi saint sont source de bienfaits incommensurables pour les Irlandais, au nord comme au sud, et ont permis à la normalisation des relations entre les habitants de l'île. Nous voulons nous assurer que cela ne soit pas entravé par le Brexit. Je sais que le gouvernement britannique partage le même objectif. C'est dans cet esprit que nous avons pu parvenir à un accord à la fin de l'année dernière où nous nous sommes tous engagés à protéger les acquis du processus de paix et à éviter la réintroduction d'une frontière physique. Nous avons convenu que nous pourrions aboutir à ces engagements, soit à travers l'accord sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ce qui est plutôt notre préférence, soit trouver des solutions spécifiques. Cependant, si ces pistes-là échouent, il est indispensable d'avoir une solution de rechange pour protéger le processus de paix et éviter une frontière dure. La solution envisagée serait que l'Irlande du Nord s'aligne sur certaines règles du marché intérieur et de l'union douanière de l'Union européenne. La Commission européenne a détaillé cette solution de façon pratique et juridique dans son projet de protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord. On la désigne sous le nom de backstop ou clause de sauvegarde. Ce backstop est une police d'assurance, la certitude qu'en toutes circonstances et quel que soit le résultat des négociations sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, une frontière dure sera évitée. C'est la certitude que s'avère nécessaire à la fin du processus de retrait pour rassurer les gens et les communautés que les acquis durement gagnés ces 20 dernières années seront préservés. Il y a 2 semaines, le gouvernement britannique a également fait des propositions écrites présentant leur point de vue sur les éléments douaniers du backstop pour l'Irlande du Nord. La Commission a toutefois, Michel Barnier, a toutefois exprimé des sérieux doutes
et inquiétudes quant à la proposition du Royaume-Uni. Premièrement, est-elle suffisante pour éviter la réintroduction d'une frontière? Deuxièmement, l'intégrité du marché unique et de l'union douanière sera-t-elle protégée? Et finalement, sera-t-elle une certitude en toutes circonstances? Et on a dit en anglais « all weather ». Ces questions sont très importantes et il est évident qu'il y aura un travail supplémentaire et intensif à fournir pour avancer ces points très importants. La Commission va nous donner son analyse sur l'ensemble des avancées réalisées à ce jour dans le cadre des négociations. Et nous allons examiner la situation avec nos partenaires de l'Union européenne lors du Conseil européen de la semaine prochaine. Il est capital que nous avancions sur cette question de toute urgence. La raison est claire. Quelle que soit la solution pour l'Irlande du Nord, elle doit faire partie de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cet accord de retrait devra être approuvé, finalisé, signé et ratifié avant que le Royaume-Uni ne quitte l'Union européenne à minuit le vendredi 29 mars 2019. Afin de respecter ce délai, l'accord de retrait devra être finalisé d'ici le mois d'octobre de cette année. D'ici là, il reste beaucoup à faire, non seulement sur les questions irlandaises, mais aussi sur d'autres points liés à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et sans compter la question de l'avenir des relations Union européenne-Royaume-Uni, même si j'ai mis l'accent jusqu'ici sur la question de la frontière, il est important de ne pas perdre de vue tout ce qui doit être réglé avant le mois d'octobre, y compris un cadre pour les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'Irlande a toujours estimé que toute relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni devait être globale et ambitieuse et avoir une portée aussi large que possible. L'Irlande se tient résolument aux côtés de ses partenaires de l'Union européenne, dont la France et Michel Barnier et le groupe de travail de l'Union européenne, pour établir des relations plus étroites avec le Royaume-Uni, tout en protégeant l'intégrité du marché unique et de l'union douanière. La tâche est ardue et d'autres discussions difficiles sont à venir. Enfin, je voudrais souligner un point important. En Irlande, nous respectons pleinement la décision du peuple britannique de quitter l'Union européenne. Cependant, l'Irlande ne rejoindra pas le Royaume-Uni sur cette voie-là. Notre avenir réside en Europe. Et ça, c'est clair. Des sondages d'opinion montrent que 92% des Irlandais souhaitent rester dans l'Union européenne et les 18-24 ans représentant 97%. Leur souhait premier est de se déplacer, de prospérer librement dans toute l'Europe et de profiter du riche patrimoine culturel de l'Europe. Il est évident que l'Union européenne est confrontée à des défis, notamment la migration et la menace de terrorisme international, ainsi que des enjeux mondiaux tels que le changement climatique. Mais plus que jamais, nous sommes convaincus avec nos partenaires européens, dont la France,
qu'il est préférable de relever ces défis ensemble au sein de l'Union plutôt que individuellement. Ceci est bien sûr particulièrement vrai pour un petit pays comme l'Irlande. Je tiens à vous remercier de votre attention ce soir. Encore une fois, merci à Olivier et à l'équipe de l'Institut. Je serai ravie de répondre à vos questions et je me réjouis à la perspective d'engager un débat animé avec vous. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur, merci infiniment. Merci de vous être exprimée en français également et pour la clarté de votre message et la clarté du calendrier que vous avez mis en avant pour les mois à venir. De même que pour la description de votre voyage à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui me rappelle par contraste un poème qu'on étudiait quand on était plus jeune de Seamus Heaney, qui s'appelle À la frontière de l'écriture, From the Frontier of Writing, où en fait dans le poème, Seamus Heaney essaye de retranscrire la réalité d'une frontière physique dans la réalité du langage en fait et des mots. Je vous invite à aller lire. C'est un poème qui est assez puissant et il décrit les postes frontières avec les snipers qui vous observent quand vous passez la frontière. Et c'est un poème qui date, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc merci infiniment. Pauline Schlapper, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Ouais. Je vais partir de ce qui a déjà été dit sur l'importance du problème de la frontière irlandaise dans les négociations actuelles. Et je vais essayer de donner une explication, au moins partielle, de la complexité de ces négociations et surtout de leur caractère insoluble, pour reprendre les termes d'Olivier, que je partage tout à fait. Et pour cela, je vais parler de la situation politique intérieure au Royaume-Uni. Parce que c'est mon dada, mais aussi parce que je crois que si on ne la comprend pas, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe à Bruxelles en ce moment. Donc on a une situation politique qui est particulièrement compliquée et qui aboutit à ce que les négociations avec Bruxelles sont particulièrement compliquées aussi. Mais il y a un lien très clair entre les deux, c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. D'abord, il faudrait remonter un tout petit peu en arrière. Si on revient au référendum donc, de juin 2016, qui aboutit donc au résultat que l'on sait sur le Brexit, il faut se rappeler d'abord que ce référendum a quand même été très serré, 52-48. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas consensus déjà à ce moment-là au Royaume-Uni sur cette question. Et surtout, pendant la campagne référendaire, rien n'avait été dit, rien n'avait été débattu de l'avenir. C'est-à-dire que tout le débat avait porté sur faut-il sortir ou pas de l'Union européenne. Serait-on mieux en dehors ou dans l'Union européenne? Mais à aucun moment, il n'a été question de ce que serait l'avenir des relations avec l'Union européenne une fois qu'on serait sorti. Et en particulier, la question du marché unique, qui est devenu aujourd'hui centrale, n'avait absolument pas été abordée. Et dans la mesure ou quasiment pas abordée, dans la faible mesure où elle l'avait été, les anti-européens avaient toujours dit, bien sûr, on resterait dans le marché unique. On aurait tous les avantages, on sortirait de l'Europe, mais on resterait dans le marché unique. Donc, évidemment, les choses ont beaucoup changé depuis. Le premier point qui a été crucial, et j'allais dire dont on n'arrive pas à sortir, c'est que Theresa May, donc devenue Premier ministre juste après ce référendum, avec le zèle des convertis, s'est transformée en adepte de ce fameux hard Brexit dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que non seulement on sort de l'Union européenne, mais on sort du marché unique et de l'union douanière, ce qui, encore une fois, étaient deux choses quand même différentes. Et ça, elle l'a annoncé dès l'automne 2016, et j'allais dire, depuis, on est coincé avec ce choix. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Madame l'ambassadrice, mais c'est l'impression, moi, que j'ai, c'est que ce choix fait par May, sous la pression, bien sûr, des partisans du livre les plus radicaux, a conduit à beaucoup des problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Deuxième point très important, surtout pour comprendre la situation irlandaise, Theresa May a fait l'erreur de convoquer des élections législatives anticipées en juin 2017, il y a juste un an, dans l'espoir d'augmenter sa majorité, et avec un résultat contraire, c'est-à-dire qu'elle a perdu la petite majorité que le Parti conservateur avait,
Et depuis un an, elle dépend, pour sa survie politique, du vote de 10 députés unionistes nord-irlandais, qui sont traditionnellement alliés avec le Parti conservateur, mais qui, bien sûr, ne représentent qu'une partie de l'une des deux communautés nord-irlandaises, donc les protestants unionistes. Et elle est maintenant totalement à leur merci. Or, ces protestants unionistes, et c'est là où on entre dans les joies de la complexité du Brexit, ce parti, le DUP, était favorable au Brexit, mais en revanche, une majorité des Nord-Irlandais était pour rester. Donc, ils ne sont absolument pas représentatifs de la vision de l'Irlande du Nord qu'il impose à Londres. Je suis désolée si c'est un peu compliqué, mais la situation est un peu compliquée. Donc, depuis un an, sa majorité dépend du vote de ces 10 députés unionistes qui, comme nous l'a rappelé l'ambassadrice tout à l'heure, sont totalement opposés à l'idée qu'il y ait une frontière au milieu de la mer d'Irlande et que l'Irlande du Nord, de fait, reste plus ou moins dans le marché unique et l'union douanière, ce qui réglerait le problème de la frontière. Les députés unionistes, ils sont farouchement opposés, de même que la plupart des conservateurs à Londres. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, il n'y a absolument pas de consensus dans la classe politique britannique aujourd'hui sur ce que devraient être les modalités de la sortie de l'Union européenne. Or, comment peut-on négocier à Bruxelles si on n'est pas déjà d'accord chez soi ? C'est impossible et c'est la situation dans laquelle on est. Les forces en présence, en 2 mots, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais en gros, on a les 2 grands partis, conservateurs et travaillistes, qui sont totalement divisés sur l'avenir, sur leur vision de l'avenir du Royaume et de ses relations avec l'Union européenne. Le Parti conservateur, qui est au pouvoir, donc, est divisé, le gouvernement, le cabinet, est divisé entre des gens comme Philip Hammond, le ministre des Finances, qui voudrait rester dans le marché unique, au nom de l'économie, si je puis dire, et pour ne pas trop pénaliser les entreprises britanniques après le Brexit. Et à l'inverse, on a des gens comme Boris Johnson ou Michael Gove ou David Davis qui négocient à Bruxelles, qui pensent qu'il faut sortir du marché unique, de l'union douanière et aller signer des traités commerciaux avec la Chine, l'Inde et tous ces pays émergents où sont les réservoirs de croissance. Donc le cabinet est divisé. Le groupe parlementaire conservateur à la Chambre des communes est divisé aussi. Alors il y a une espèce de marais au milieu qui suit à peu près Theresa May, mais il y a une petite minorité d'une douzaine de députés qui sont très pro-européens et qui sont absolument épouvantés par la tournure que prennent les événements. Alors, une douzaine, c'est très peu, mais quand on n'a qu'une majorité de quelques-uns, ça peut devenir beaucoup. Hein, et c'est ce qu'on attend demain, mercredi. Un vote sur un amendement qui a été déjà voté par la Chambre des Lords. On attend de voir ce que vont faire les 12 députés en question. S'ils votent tous en masse contre le gouvernement, il pourrait y avoir un problème. De l'autre côté, on a une autre minorité plus importante et très radicale d'une 60aine de députés autour du groupe European Research Group, autour de l'inénarrable Jacob Rees-Mogg. Entre Johnson et lui, je ne sais pas qui sont les plus inénarrables, mais enfin, bref, qui, eux, poussent au contraire pour le hard Brexit le plus fort. Côté travailliste, c'est à peine moins compliqué. On a un leader, Jeremy Corbyn, qui est très mollement pro-européen, très, très mollement, qui ne veut pas rester dans le marché unique, qui a accepté le verdict des urnes, qui ne veut pas rester dans le marché unique pour 2 raisons essentielles. L'une, c'est qu'il veut instaurer le socialisme au Royaume-Uni et qu'évidemment, en restant dans le marché unique, ce serait compliqué. Et l'autre, parce qu'il veut revenir sur la libre circulation. Il n'accepte pas la libre circulation des personnes. Pourquoi ne l'accepte-t-il pas ? Parce que beaucoup d'électeurs travaillistes ont voté pour sortir de l'Union européenne contre l'immigration d'Europe de l'Est qui est arrivée depuis 2004. En revanche, alors donc ça c'est le leadership, c'est le leader et les gens autour de lui. En revanche, les députés travaillistes sont à une très large majorité tout à fait opposés au Brexit et désespérés eux aussi par ce qui se passe.
mais ils sont partagés entre accepter tout de même le verdict des urnes pour beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui sont élus dans des circonscriptions qui ont voté pour le livre. C'est très difficile de représenter une circonscription avec laquelle, enfin des électeurs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord quand vous êtes élu, évidemment. Et d'autres, en particulier ceux des grandes villes et des circonscriptions qui ont voté pour rester, qui se sentent beaucoup plus libres pour dire tout le mal qu'ils pensent du Brexit. Une petite minorité d'entre eux souhaite même un deuxième référendum. Donc, et je voudrais finir là-dessus, on se retrouve avec une situation où donc il n'y a pas de consensus au gouvernement. Premier problème. Il n'y a pas de consensus au Parlement qui devra voter l'accord qui sera trouvé, s'il y en a un, cet automne à Bruxelles. Donc, quand je parle des divisions au sein du Parlement, ce n'est pas en l'air, ils vont voter à l'automne. Et donc, le gouvernement n'est absolument pas sûr, loin de là, de pouvoir de faire accepter par son Parlement les modalités d'un accord éventuel avec l'Union européenne. Donc là, il y a évidemment un gros problème. Et puis l'autre loi sur laquelle est en train de s'exprimer en ce moment le Parlement, c'est ce qu'on appelle le EU Withdrawal Bill, donc c'est la loi de retrait de l'Union européenne, et c'est là-dessus que la Chambre des Lords a voté un certain nombre d'amendements qui vont à l'encontre de ce que souhaite le gouvernement. Donc, pas de consensus au gouvernement, pas de consensus au Parlement qui devra ratifier l'accord. On comprend plus la situation inextricable, la quadrature du cercle que représente la question de la frontière irlandaise telle qu'elle vous a été exposée tout à l'heure. On voit que, disons simplement, qu'il va être difficile de trouver un accord la semaine prochaine, et même au mois d'octobre, ça paraît pour l'instant plutôt mal parti. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Ce qui est un peu du coup déprimant, c'est qu'on a l'impression qu'on est face à un éventail de solutions éventuelles qui sont toutes, quand on les prend chacune de leur côté, soit compliquées, soit pour certaines impossibles. Mais surtout, quand bien même elles seraient possibles, on a l'impression qu'elles, en fait, constitueraient une régression par rapport à ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que même si ces solutions étaient possibles, en réalité, on aboutit à une situation ex post qui est pire que la situation ex ante. C'est-à-dire qu'à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne, chacune de ces solutions ne vient pas forcément améliorer les choses. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion, Francis Wurst, mais je vous cède la parole. Merci. Bonsoir. Merci à l'IRIS pour cette invitation. Je me retrouve dans tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais donc à mon tour illustrer, à partir de 2 expériences personnelles, l'importance stratégique de la question irlandaise dans les négociations sur le Brexit. Je crois que ce sont des expériences significatives. La première s'est déroulée en Irlande du Nord bien avant le fameux accord du Vendredi Saint. En 1981, j'ai participé aux funérailles de Bobby Sands, qui était le premier des 10 grévistes de la faim que Margaret Thatcher a laissé mourir à la prison de Lancashire, à Belfast. Il y avait 100 000 personnes à ces funérailles. On était en pleine guerre civile. Le sang avait beaucoup coulé des 2 côtés. Et le désespoir était visible sur tous les visages. Le deuxième souvenir, c'était bien après l'accord du Vendredi Saint. C'était en 2007, au lendemain des élections législatives en Irlande du Nord, qui avaient pour la première fois donné la victoire dans chacun des 2 camps, dans chacune des 2 communautés, aux plus radicaux. Côté unioniste, c'était le DUP, donc le parti le plus ultra. En l'occurrence, c'était le révérend Paisley, Ian Paisley, qui était un ultra de chez les ultras.
qui a été désigné, élu Premier ministre d'Irlande du Nord. Et de l'autre côté, c'était Martin McGuinness, qui était un ancien commandant de l'IRA. Je ne vous fais pas un dessin, qui était vice-premier ministre, avec les mêmes pouvoirs que le Premier ministre. Et dans le cadre de l'accord du Vendredi Saint, ils s'engageaient à prendre toutes leurs décisions par consensus. Et on se disait, pour que deux personnages aussi opposés, aussi radicalement opposés, puissent en arriver à prendre l'engagement de prendre en matière financière, économique, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de gestion des communautés, etc., toutes leurs décisions par consensus, c'est la plus magnifique illustration des potentialités de cet accord de Vendredi Saint. Et ça a marché. Avec des hauts et des bas, avec des difficultés, des périodes de suspension, mais ça a marché. Et l'espoir était visible partout. Sauf peut-être chez les plus ultras qui regrettaient que ça marche. Mais globalement, c'était une renaissance. Je pense que ça illustre bien la dimension stratégique de cet accord du Vendredi Saint. Et ce serait criminel de créer les conditions d'un retour en arrière. Et je pense que personne ne le veut. La question, c'est donc comment réaliser ce que Olivier appelait tout à l'heure la quadrature du cercle, je crois. C'est parce que c'est effectivement ça. Comment réaliser, d'autant plus, Madame Schnapper l'a bien rappelé, que Madame Theresa May est complètement prisonnière de ce petit groupe de députés ultra d'une partie de la communauté unioniste d'Irlande du Nord et ne peut donc pas accepter des compromis, même si raisonnablement elle pensait que ce serait un compromis viable. Parce que sinon elle perd sa majorité et elle perd le pouvoir. Donc que faire ? Je pense pour ma part que la position de la Commission, de M. Barnier, qui devrait d'ailleurs, le cas échéant, être acceptée par l'ensemble des États membres, ce n'est pas le cas. Pour le moment, c'est une proposition, est, à mes yeux, la seule possible. À savoir, proposer que pour l'Irlande du Nord, un statut spécial. D'une part, sur le plan commercial, conserver l'Irlande du Nord dans l'union douanière, sans empêcher pour autant le reste de la Grande-Bretagne de conclure des accords commerciaux autres, puisque la Grande-Bretagne, elle, ne serait plus dans l'union douanière et serait donc libre de conclure des accords commerciaux avec des tiers, mais pas l'Irlande du Nord. Premièrement, sur le plan commercial, il y aurait en quelque sorte continuité entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et d'autre part, sur le plan réglementaire également, il y aurait continuité. C'est-à-dire que les normes agricoles, sanitaires, environnementales, le marché de l'électricité, etc., seraient également les normes de l'Union européenne, les normes auxquelles satisfait la République d'Irlande. Il y aurait donc continuité sur l'île d'Irlande, mais évidemment, il y aurait articulation complexe entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Je ne vois pas d'autre solution possible. La question, c'est est-ce que cette solution-là serait acceptable par la Grande-Bretagne ? Je pense, je parle sous le contrôle de Mme Schnapper et de Mme l'ambassadrice, je pense qu'évidemment, pour le gouvernement actuel, c'est inacceptable. Parce que pour le DUP, le parti le plus ultra des unionistes, c'est inacceptable. Mais Theresa May n'est pas la Grande-Bretagne. Je pense qu'il y aurait potentiellement, et plus on approche de la fin de la période, donc de la nécessité de trancher,
pour ne pas prendre le risque de partir sans accord, ce qui serait extrêmement dommageable, tout le monde le sait. Je pense que plus on approche de cette date limite, plus il pourrait y avoir un accord, aussi bien à la Chambre des communes qu'à la Chambre des lords, que dans l'opinion publique britannique. Ça poserait un problème de gouvernance, mais ce n'est pas le problème de l'Union européenne. Ça, c'est le problème des Britanniques. À eux de voir s'ils veulent prendre le risque d'un départ sans accord ou s'ils acceptent un compromis qui serait très majoritairement approuvé en Irlande du Nord. J'ai entendu ce qu'a dit Madame l'ambassadrice, donc également approuvé par la République d'Irlande et à mon avis approuvable par une majorité en Grande-Bretagne, à condition qu'il y ait une discussion et qu'il y ait vraisemblablement une crise gouvernementale, mais ça, ce n'est pas notre affaire. Je pense que dans quelque temps, si nous nous revoyons, nous serons proches d'une situation comme celle-là, parce que je ne vois absolument pas d'autre issue possible. Merci. Merci beaucoup. L'ennui, bien évidemment, c'est que dès que cette solution a été esquissée, Theresa May a fait une déclaration dans l'heure qui a suivi, pour dire qu'aucun Premier ministre britannique n'accepterait une telle solution. Je peux ajouter un mot. Effectivement, Mme Theresa May a dit cela, mais elle a oublié que fin décembre ou mi-décembre dernier, elle a elle-même accepté cette solution, mais en disant tout à fait. D'ici qu'on en trouve une meilleure. D'accord. Si elle a beaucoup de grands esprits en Grande-Bretagne pour trouver une meilleure idée que celle-là, acceptable par les Européens, et par les Irlandais en premier lieu, mais par les Européens, c'est formidable. Mais elle avait accepté et elle était Première ministre. Je pense que ça s'explique également en partie par le fait qu'un des paris dans la tactique de négociation du point de vue britannique, c'est d'attendre jusqu'à l'automne pour voir si éventuellement le front européen se brise et que la République d'Irlande est du coup en porte-à-faux vis-à-vis de ses partenaires européens. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise stratégie. Il ne s'agit pas, par ailleurs, ce soir, de remettre en cause du tout le vote par le peuple britannique. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. On essaye simplement de réfléchir aux conséquences et aux solutions possibles. Et je voulais simplement ajouter un dernier marqueur aux trois chronologies finalement qu'on nous a présentées, y compris avec un peu de perspective historique qui était extrêmement bienvenue. C'est l'élection législative de 2015 et le manifeste du Parti conservateur dans lequel David Cameron a choisi d'inclure la promesse d'un référendum sur le Brexit. Parce que si finalement on est face à tout cet éventail de solutions qui peuvent paraître difficilement acceptables, c'est aussi parce que le Royaume-Uni s'est mis dans cette situation lorsque David Cameron a choisi de l'y mettre. Donc voilà, c'est pas la question, c'est pas de remettre en cause le vote du 23 juin 2016, c'est d'essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants et où on va à partir. Ouais. Je voulais juste ajouter un mot à ce que vient de dire Francis. C'est pas simplement parce que c'est le Parti conservateur qui est au pouvoir qui se définit comme unioniste dans son identité même. Et ce n'est pas seulement parce que Theresa May n'a pas de majorité au Parlement sans le DUP que cette solution est inacceptable. Il y a aussi un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de l'Écosse. Dès qu'il a été question d'un statut spécial pour l'Irlande du Nord, le gouvernement écossais, qui, je vous rappelle, un gouvernement indépendantiste, a tout de suite dit « Ah, mais si l'Irlande du Nord a un statut spécial, nous aussi, on veut rester dans le marché unique. » Et l'Écosse a voté pour rester, je vous rappelle, à une large majorité.
Donc il est impossible, et là c'est pas seulement pour Theresa May, hein, j'allais dire pour n'importe quel gouvernement britannique, d'accepter un statut spécial pour l'Irlande du Nord, ne serait-ce qu'à cause de ça. Donc je suis un peu moins, mais c'est mon tempérament, un peu moins optimiste que Francis sur la possibilité d'une solution statut spécial pour l'Irlande du Nord. Même si, d'un point de vue européen, c'est évidemment la solution la plus logique, la situation politique est encore une fois très compliquée côté britannique. Oui, et je me rappelle, nous avions reçu à l'époque, c'était avant le référendum écossais, là, ce qu'on appelle la ministre des Affaires étrangères écossaise, qui était venue à l'IRIS avec un document de 1000 pages présentant le projet d'une Écosse indépendante au sein de l'Union européenne, en gros d'un projet progressiste pour l'Écosse et pour l'Union européenne. Donc c'est effectivement un projet qui a été réfléchi et qui a, pour le coup, dans le cadre du référendum écossais, pour ma part, j'ai trouvé que le débat était... comment dire, qu'on avait justement par rapport à ce que vous disiez au départ, réfléchi à l'après. C'est-à-dire réfléchi à un projet positif et pas seulement négatif. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une demi-heure. Donc, on va ouvrir la parole à la salle et puis je vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez. Monsieur au fond, le micro va circuler. Bonsoir, John Keating, je suis journaliste irlandais basé ici à Paris. Deux petites questions. La première pour notre ambassadeur, Madame O'Brien. Good evening. Quelle évaluation le gouvernement de Dublin fait actuellement sur le risque sécuritaire? Parce que nous savons tous qu'une frontière remise en place, ça va sortir les hommes de l'ombre. Est-ce qu'on a fait une évaluation sérieuse et est-ce qu'on prend des mesures au cas où, et si le backstop ne marche pas? Deuxième question, rapidement, sur les ultras des UP. Mais ils sont en train de se tirer dans les pieds parce qu'ils ont bien bénéficié de sursaut de l'économie dans la République d'Irlande. Et à l'époque du tigre celtique, les relations entre la communauté loyaliste, majoritairement protestante dans le nord et dans le sud, les relations business sont nouées très très bien. Ça a reculé un petit peu avec le 2008 et la crise. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mettre pression sur le DUP? Le DUP peut être acheté. On l'a vu avec Madame Theresa May. Donc, est-ce que nous, on ne peut pas mettre un prix plus fort? Merci beaucoup. Monsieur, on va prendre une série de questions et on les présentera au panel. Oui, bonjour, Jean-Louis Pierrel, Géostratégie 2000. Puisqu'on parlait de l'Écosse, je pense que c'est effectivement un point important. Est-ce que l'Irlande a des concertations, a des consultations, a des échanges avec leurs amis et voisins écossais? Donc ça, c'est une première question, et bien sûr plus naturellement à Madame l'ambassadrice. Et puis une piste de réflexion pour les plus grands spécialistes que moi, mais il me semble bien que le Groenland, les îles Féroé font partie du Royaume du Danemark, lui-même faisant partie de l'Union européenne, mais ni le Groenland ni les Féroé font partie de l'Union européenne. N'y a-t-il pas une piste à creuser? Excellente question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur, au fond. Bonjour. Est-ce qu'il est envisagé éventuellement de faire revoter la population et quel est son état d'esprit à l'heure actuelle? Y a-t-il des sondages qui ont été réalisés pour la connaître? Merci infiniment. Alors des questions, elles sont toutes extrêmement intéressantes et des questions courtes. Les réponses seront peut-être pas aussi courtes. Est-ce que vous souhaitez commencer, Madame l'ambassadrice? Merci. Merci. Le premier question concernant la sécurité, c'est vraiment une inquiétude pour tout le monde et pour le gouvernement. Vous savez très bien que la coopération entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est une disposition indispensable dans l'accord de Vendredi Saint, ça c'est sûr. Cette coopération a permis aux deux juridictions partageant l'île d'Irlande de coopérer dans toute une série de domaines, et ça inclut le domaine de sécurité. Cette coopération a contribué à la normalisation des relations sur l'île, ça c'est sûr encore, et en particulier dans la région frontalière. Bon,
c'est sûr que le gouvernement connaît tous les défis sur ce point. Et on est sûr aussi qu'il pense toujours à ce qu'on peut ou on doit faire. Mais il n'y a pas des... je pense que je vais dire beaucoup qu'on n'a pas des réponses claires sur les questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair à ce moment. Mais je vous rassurer que le gouvernement pense à ce sujet. La troisième question, les consultations avec l'Écosse. C'est très important de comprendre que les négociations bilatérales entre l'Irlande et le Royaume-Uni sont très peu en comparaison de notre discussion à Bruxelles. On fait tout notre travail avec le groupe de travail et avec Monsieur Michel Barnier. Mais de temps en temps, il y a besoin de parler, ça c'est bien, ça c'est sûr, avec le Royaume-Uni. Le groupe de travail de la Commission continuera à diriger toutes les questions dans les négociations. Et ça, c'est très important pour nous, y compris les questions irlandaises, comme ils ont toujours fait. Mais nous continuerons à participer aux négociations grâce au groupe de travail. Pour moi, c'est mieux de ne parler pas au sujet de l'Écosse. Donc, ce n'est pas pour nous, c'est pour Theresa May. Nous avons besoin maintenant. Merci. Merci beaucoup. Sur la question du risque sécuritaire, c'est très intéressant parce qu'il suffit effectivement que vous ayez un poste frontière physique, même si effectivement il n'accomplit pas même si on arrive à trouver des solutions technologiques pour faire passer les biens, en réalité, du point de vue sécuritaire, ça constitue en fait un objectif, un marqueur tangible physique de la frontière, et donc du point de vue sécuritaire, ça peut constituer une sorte de cible. Donc c'est vrai que c'est une question intéressante. Pauline Schnapper. Moi, je peux répondre sur la question du deuxième référendum. J'imagine que vous parliez d'un deuxième référendum sur le Brexit et pas un référendum mais en Irlande, parce qu'il y en a plus souvent en Irlande qu'au Royaume-Uni. Alors là, je distinguerai entre le niveau politique et l'opinion publique. Au niveau politique, il n'y a vraiment qu'une petite minorité de partisans d'un deuxième référendum. Le poids, si vous voulez, de la voix du peuple, la volonté du peuple, dont on nous rebat les oreilles depuis 2 ans, fait qu'il est extrêmement difficile même de vouloir, de demander un deuxième référendum. Le peuple a parlé, c'est fini. Donc il n'y a que quelques élus qui le font, les libéraux démocrates, quelques élus travaillistes et une poignée de conservateurs, plus seul élu vert. Enfin bon, c'est vraiment, ça reste très marginal. Et pourquoi il y a si peu de monde qui le demande ? Tout simplement parce que les sondages n'indiquent pas, ne montrent pas depuis 2 ans d'évolution sensible de l'opinion sur la question du Brexit. Malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré toutes les difficultés, malgré la négociation qui n'avance pas, malgré les incertitudes sur l'économie, les sondages bougent très peu. 1%, 2%. Et comme de toute façon... Et ce qu'on a vu aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un pourcentage de gens qui ont voté pour sortir, qui pensent qu'ils se sont trompés, mais il y a aussi un pourcentage de gens qui ont voté pour rester et qui pensent qu'ils se sont trompés. Donc au total, ça ne bouge pas plus que 1 ou 2%. Et comme je vous rappelle que les sondages, jusqu'à 3 jours avant le scrutin, donnaient une majorité pour rester, on sait qu'on ne peut pas leur faire confiance quand ils donnent 52-48 aujourd'hui pour rester. C'est pas plus... Et par ailleurs, si vous voulez, ce que, par exemple, des élus travaillistes m'ont dit, c'est bien gentil un deuxième référendum, mais même si on aboutit à un résultat différent, 52-48 dans l'autre sens, on repart pour 3 ans, 10 ans de crise politique, de gens qui estiment que c'était pas légitime, que pourquoi cette fois-ci ça serait bon alors que la première fois ça l'était pas. Enfin, donc voilà, je crois qu'il ne faut pas compter là-dessus. Il y a un problème également philosophique, c'est qu'à partir du moment où vous considérez que la souveraineté nationale revient à la voix du peuple, et pas même dans une vieille démocratie représentative, une démocratie parlementaire, et que ce n'est pas le Parlement ou le gouvernement qui représente la souveraineté nationale, vous ouvrez en fait
voilà, après, il faut tirer le fil et il faut en tirer les conséquences. Un Parlement peut changer d'avis, alors qu'un référendum, on est coincé. C'est très difficile d'avoir un contre-argument pour dire le peuple a voté, il faut le faire revoter, surtout aujourd'hui, surtout après tout ce qui s'est passé depuis 2000 vis-à-vis des questions européennes. Dernier point, sur la frange il y a effectivement des gens qui ont voté pour rester, qui souhaitent aujourd'hui, enfin, d'après les sondages, qui souhaitent aujourd'hui partir. Il faut faire très attention parce que, par exemple, sur cette solution en Irlande du Nord, ça peut très bien être perçu dans certaines franges conservatrices britanniques comme, alors ce ne sont pas mes mots, mais ce sont les mots qu'on entend dans la presse, une colonisation de l'Union européenne, c'est-à-dire de venir imposer sur le Royaume-Uni quelque chose qui est de l'ordre de sa propre souveraineté. Donc il faut faire, même du point de vue de la communication et de la perception, il faut faire très attention à Bruxelles, parce que ça peut tout à fait créer un réflexe très épidermique, mais très profond également de repli et aussi de réaction. Et ça, on peut peut-être comprendre comme ça le fait que vous ayez des gens qui aient voté pour le Remain, qui votent aujourd'hui pour Leave, parce qu'ils ont l'impression de se faire dicter en fait leur destin par Bruxelles. Et bien naturellement, les journaux les y aident sans problème. Bien sûr. C'est important, je pense, de noter qu'à ce moment, nous n'avons pas de voix de l'Irlande du Nord dans les négociations. Pourquoi? Parce que c'est l'absence de voix de l'Irlande du Nord, c'est le résultat de beaucoup de difficultés dans le Nord. Vous avez mentionné la suspension des gouvernements. Donc, à ce moment, oui, le gouvernement de l'Irlande du Nord est suspendu. Donc, des institutions pleinement fonctionnelles, décentralisées et qui partagent le pouvoir sont dans l'intérêt de toute la population d'Irlande du Nord et sont requises de toute urgence. L'absence de voix de l'Irlande du Nord est vivement ressentie dans les négociations sur le Brexit. En tant que co-garante de l'accord de Vendredi Saint, les gouvernements britanniques et irlandais ont l'obligation de respecter et de protéger la lettre et l'esprit de cet accord. Donc, c'est très, très nécessaire pour nous de trouver une solution de l'absence de gouvernement dans l'Irlande du Nord. Et notre gouvernement essaye chaque jour de travailler avec eux, avec le gouvernement de Grande-Bretagne pour aider de reconstituer le gouvernement de Nord. Ok, merci. Merci beaucoup. Francis, je vous passe la proverbiale patate chaude. Peut-on acheter le DUP et le Groenland et les îles Féroé sont-ils un modèle éventuel pour l'Irlande du Nord? Si vous permettez, je ne répondrai pas à la première question. Je ne mange pas de ce pain-là, mais je te donne ma réponse à la deuxième question concernant le Groenland. Je pense tout simplement que le Groenland a un degré d'autonomie dans le cadre du Danemark beaucoup plus grand que l'Irlande du Nord dans la Constitution britannique. Enfin, il n'y a pas de Constitution, mais dans les règlements britanniques. Le Groenland s'était prononcé contre l'adhésion et il n'y a eu aucune discussion sur les suites à donner à ce vote. Il a été respecté. Je voudrais, mi-amusé, mi-sérieux, dire à propos de la question sur un second référendum éventuel sur le Brexit. Je partage tout à fait ce qu'a dit Madame Schnapper, mais je dirais que c'est vraisemblablement un des tout premiers référenda en Europe dont le résultat sera réellement respecté. Parce qu'il y avait un référendum en France qui a été superbement ignoré
et en France et en Europe. Il y a eu un référendum au Danemark et en Irlande 2 fois. qui n'était pas, dont le résultat n'était pas celui qui était escompté. Donc on a fait revoter les citoyens jusqu'à ce qu'ils votent bien. Mais 2 fois. Deux fois. Excusez-moi, mais il y avait des leçons pour nos voisins. Ah oui. Oui, et nous ne sommes pas très loin du Royaume-Uni. Et ça s'est passé il y a quelques-uns. C'est une autre raison que nous sommes nous étions très bewildered en anglais. Étonné. Merci. Quand le Premier ministre Cameron a décidé d'avoir, mais on respecte toujours. Voilà. Pour les Britanniques qui sont ici, on respecte toujours. Très bien. Mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où les citoyens britanniques ont exprimé ce vote, il est tout à fait normal qu'on le respecte. Même si ça ne nous plaît pas, c'est la loi de la démocratie. Un tout petit mot sur Jeremy Corbyn, que je connais depuis une trentaine d'années. Jeremy Corbyn avait dit pendant la campagne « Je suis pour rester et pour changer l'Europe ». C'est exactement la position que personnellement j'avais défendue en 2005 par rapport au traité constitutionnel européen. Certains estimaient que le non de gauche constituait un non à l'Europe, et j'avais argumenté avec beaucoup d'autres dans le sens inverse. Non, nous nous sentons pro-européens, critiques. L'idée européenne n'appartient pas qu'à ceux qui ont aujourd'hui les leviers de commande. Donc, je comprends la position de Jeremy Corbyn. Je comprends qu'il n'ait pas fait campagne commune avec les partisans du Remain conservateur, parce que ce n'est pas le même combat qu'il mène. Je comprends la difficulté dans laquelle il est aujourd'hui, compte tenu de la division de son électorat. Il y a un électorat populaire, travailliste, qui n'est pas content du tout, et je le comprends, de l'actuelle Union européenne, et qui s'est laissé, parce que ça n'existe pas qu'en Grande-Bretagne, les positions un peu mécaniques, un peu tranchées, il s'est laissé entraîner dans le glissement du non à l'Europe actuelle à non à l'Europe. Voilà pourquoi je pense qu'il n'a pas la tâche facile, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que Jeremy Corbyn soit un anti-européen. Il est très critique par rapport à la façon dont l'Union européenne se fait actuellement, mais je pense que nous aurions tort de nous priver de relations cordiales, de coopération étroite avec Jeremy Corbyn en tant qu'Européen convaincu. Juste un mot, si vous me permettez, parce que là, je ne peux pas vous laisser dire que vous êtes le même Européen que Jeremy Corbyn. Corbyn a été un anti-européen convaincu jusqu'en 2016. Pas du tout comme vous. Il était pour le retrait de l'Union européenne en 1983, quand le Parti travailliste avait un programme électoral de sortie de ce qui était encore la CE. Il a milité farouchement contre l'Europe pendant 40 ans. Et il s'est rallié du bout des lèvres à la campagne du Remain en 2016 sous la pression de ses propres députés. Mais je vous assure qu'il n'est pas du tout comme vous. Vous n'êtes pas le même Européen que lui. Je vous laisse répondre après. Je vais prendre une seconde série de questions puisqu'on a le temps. Et puis ensuite, je commencerai par vous. Bonsoir. Est-ce qu'une crise gouvernementale qui semble probable, d'après ce que j'ai entendu, pourrait avoir comme effet de retarder les délais de la négociation et de la conclusion du Brexit? Excellente question également.
Est-ce que nous avons... Oui, juste devant. Bonsoir. Est-ce que le Brexit entraînerait la sortie du Royaume-Uni de l'espace économique européen? Parce que c'est un autre espace de libre-échange sur lequel le Royaume-Uni pourrait éventuellement se rabattre. Oui, et ça peut être aussi une solution quant à la frontière des échanges entre l'Écosse et l'Irlande. Oui, dans le cadre d'un Brexit soft, absolument. Je crois qu'il y avait une question juste devant. Ouais. Bonsoir. On parle tout à l'heure, jusqu'à maintenant, sur les difficultés des négociations côté entre Bruxelles et Angleterre. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur le risque éventuel que les membres de la communauté européenne ne soient pas d'accord avec cet accord, ou tel ou tel pays va vouloir utiliser son droit de veto potentiel pour demander autre chose dans les mois qui suivent? Merci. Oui, c'est une question très intéressante puisque à la fin du mois d'octobre, si nous avons un accord juridiquement ficelé, il faut ensuite qu'il soit débattu puis ratifié au Parlement européen et qu'ensuite le Conseil européen le ratifie également. Donc il faut que les pays européens, les pays membres de l'Union européenne soient également d'accord. Monsieur, est-ce qu'il y a une dernière... Je vais prendre une dernière question à gauche là-bas. Oui, merci. Est-ce qu'il y a possibilité de remonter d'une soft Brexit? Actuellement, politiquement, la dominance, c'est le hard Brexit. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, dans la classe politique anglaise, de remonter d'une soft Brexit? Merci beaucoup. Ça rejoint en fait la question anti-nordique. Ouais. Merci beaucoup. Ça rejoint la question de monsieur sur l'espace économique européen, effectivement. Dernière question à droite. Paul Arnaud, ouais. Jamais il n'a été question durant cette conférence du point de vue des États-Unis. Est-ce qu'ils ont une opinion? Est-ce qu'ils inclinent en faveur des préoccupations de l'Irlande vis-à-vis de l'Europe? Ou est-ce qu'ils sont des hard Brexiteurs plutôt du côté de Theresa May? Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je pense qu'il faut dissocier les intérêts économiques structurels américains et l'actuel résident de la Maison-Blanche. Alors, on va faire à l'inverse, si cela vous convient. Francis Wurtz. Alors, est-ce qu'une crise gouvernementale peut avoir un effet sur le délai de la négociation? En principe, non. Il y a une date limite pour conclure l'accord. Ensuite, ce qui a été dit au mois de mars 2019. Mais ce qui a été obtenu dans les négociations, c'est une période transitoire de un peu moins de 2 ans jusqu'à la fin décembre 2021. Mais une fois le Brexit achevé en quelque sorte, enfin conclu, c'est-à-dire que pendant ces 2 ans, ou presque 2 ans de période transitoire, la Grande-Bretagne pourrait encore continuer de rester dans le marché unique, mais n'aurait plus voix au chapitre, n'aurait plus de parlementaires européens, plus de commissaires européens et ne siégerait plus au Conseil, mais continuerait d'appliquer la totalité des règles de l'Union européenne et y compris continuerait de se soumettre aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais c'est dire s'ils ont des difficultés pour mettre en pratique leur plan d'avenir pour solliciter avec insistance une telle période transitoire qu'elle souhaiterait, que Mme Theresa May souhaiterait d'ailleurs prolonger encore. Mais le Brexit lui-même, normalement, doit être conclu au mois de mars 2019. Ensuite, l'espace économique européen, je ne crois pas me tromper en vous répondant la chose suivante. Par exemple, la Norvège est dans l'espace économique européen. La Norvège
respecte ce qu'on appelle les 4 libertés du marché, libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. La Norvège verse beaucoup d'argent au budget de l'Union européenne. Toute chose que la Grande-Bretagne n'accepte plus de faire, n'accepte pas de respecter notamment la libre circulation des personnes et veut être totalement libre de conclure des accords commerciaux bilatéraux avec d'autres pays du monde, ce qu'elle ne peut pas faire si elle est dans l'espace économique européen qui est en quelque sorte lié de façon privilégiée à l'Union européenne et donc à la politique commerciale de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un risque que les pays membres de l'Union européenne n'acceptent pas le projet d'accord lorsqu'il sera conclu entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne? On peut dire simplement une chose. À ce stade, et de façon assez étonnante, les 27 sont d'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas des visions différentes, des intérêts divergents, des arrière-pensées, tout ce qu'on veut. Dans les faits, M. Barnier obtient régulièrement un mandat unanime des 27 pays. Évidemment, ça ne peut pas préjuger complètement du résultat final. Tout dépendra du résultat des négociations. Et pour le moment, il y a pour le moins des trous. Hein, pas du fait des Européens d'ailleurs, mais il y a des trous dans cette négociation. Et puis derrière ça, il y aura une ratification. Donc là, on ne peut pas préjuger. Je crois que... Ah oui, sur les États-Unis, Donald Trump a très clairement félicité les auteurs du Brexit. Et donc, il a dit que c'était une très grande chose, le Brexit, et qu'il leur souhaitait plein succès. On ne peut pas être moins diplomatique que cela. Deux petits points sur les États membres de l'Union européenne. Il est effectivement possible que, selon leurs intérêts, certains États membres soumettent à ratification par leurs parlements nationaux l'accord du Brexit. Ça, à ma connaissance, juridiquement, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est probable, mais c'est possible. Donc, on verra. Ça dépend des constitutions. Ouais. Dernier point sur l'article 50 et la période de 2 ans. En réalité, il a été évoqué, notamment par le Taoiseach irlandais, le Premier ministre irlandais, la prolongation de ce délai de négociation pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne souhaite pas délayer à l'infini ces négociations et je ne pense pas que ce soit très judicieux. Mais ça a été évoqué en filigrane par le Premier ministre irlandais. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est dans l'intérêt du Royaume-Uni? Est-ce que Theresa May peut essayer de s'en sortir comme ça? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Union européenne? Ça, j'en sais pas du tout et j'en doute. Mais a priori, pareil, juridiquement, je crois que la période de 2 ans qui est activée par l'article 50 peut être prolongée. Pauline Schnapper, je vous... Ouais. Bon. Je voulais juste dire un mot sur l'idée de crise gouvernementale. Je voulais, si vous me permettez, revenir un peu sur ce qui a été dit. Certains d'entre vous ont l'air de penser que c'est quelque chose de possible, voire vraisemblable. Je voudrais nuancer. Theresa May est à la fois la Première ministre la plus faible depuis 1945. Elle n'a aucune autorité. Son autorité est bafouée en permanence par ses propres ministres. Elle n'a pas de majorité au Parlement. Elle n'a pas de programme, elle ne fait rien, sinon essayer de se dépatouiller de ces négociations. Enfin, c'est vrai que c'est assez quand même surprenant. Et en même temps, elle a une espèce de la force des faibles, qui est qu'il n'y a pas d'alternative. Les conservateurs pro-européens ne veulent pas la faire tomber parce qu'ils ont peur que quelqu'un d'encore pire qu'elle prenne sa succession. Les conservateurs anti-européens ne veulent pas la faire tomber parce qu'ils ont peur que Jeremy Corbyn arrive au pouvoir.
Et donc, elle tient comme ça depuis juin 2017, alors qu'on disait qu'elle tiendrait 3 semaines, enfin que c'était la fin, qu'elle y rentre. Corbyn se voyait déjà Premier ministre avant Noël, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant Noël dernier. Elle peut tenir comme ça un certain temps, et en tout cas jusqu'à la sortie effective de l'Union européenne. Donc je crois qu'il ne faut pas compter. Après, je vous dis ça, puis ça se trouve, une semaine, elle tombe, et vous allez tous rire. Mais elle peut aussi tenir encore comme ça des mois. Et donc, je pense simplement qu'il ne faut pas compter sur une crise gouvernementale pour bloquer la procédure ou espérer dans cette direction. Voilà. Donc, je voulais juste nuancer le propos. Et Pauline Schnapper, dans l'hypothèse d'un gouvernement Corbyn, imaginons qu'il y ait des élections législatives et d'un gouvernement Corbyn, qu'est-ce que ça changerait? Pas forcément grand-chose. Pourquoi? Parce que Corbyn ne veut pas rester dans le marché unique, parce que Corbyn a accepté le verdict des urnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne veut pas rester dans l'espace économique européen. Alors, ce qui complique un tout petit peu, c'est qu'en fait, il est aussi faible que May dans son propre parti. C'est-à-dire que ses députés sur la question européenne sont contre lui. Il y a 90 députés qui, la semaine dernière, ont voté contre ce que Corbyn leur demandait de voter. Il y a eu un amendement sur précisément rester dans l'espace économique européen. Corbyn a dit à ses députés de voter contre. Il y a 90 députés travaillistes qui ont voté pour. Donc, il serait dans le même état probablement que Theresa May vis-à-vis de son propre parti sur la question européenne, s'il arrivait au pouvoir. Donc je ne suis pas sûre que ça ferait une grosse différence, sauf s'il y a une rébellion telle au sein de son parti qu'il soit obligé de changer complètement de politique sur l'Europe. Mais comme les électeurs ne poussent pas dans ce sens-là, je ne suis pas sûre que ça arriverait. J'arrête de parler, je parle trop. Je voudrais juste m'étonner un tout petit peu parce que j'ai vu que Jeremy Corbyn a proposé que la Grande-Bretagne reste dans l'union douanière. Oui, pas le marché unique. Certes, ce n'est pas le marché unique, mais on ne peut pas dire simplement que ça ne changerait rien. Il y a des nuances qui, dans le débat actuel, ne sont pas minimes. Il a proposé de rester dans l'union douanière, ce qui empêcherait la Grande-Bretagne de négocier des accords commerciaux bilatéraux. Donc ce n'est pas une nuance. Et on pourrait se dire, finalement, ça rejoint la question sur l'espace économique européen et le Brexit soft. Si, en fait, on ne considérait que des questions économiques, a priori, cela semble être la solution logique. Simplement, ce ne sont pas uniquement les intérêts économiques qui priment, alors même qu'on est en Royaume-Uni, c'est-à-dire un pays libre-échangiste. Il y a aussi la question de la liberté de circulation des personnes. Et donc ça, l'immigration est une question politique primordiale. Ça peut expliquer pourquoi le Royaume-Uni est prêt à se tirer une balle dans le pied économiquement. Madame l'ambassadrice, je vous laisse le mot de la fin. Je peux dire un mot sur la position des États-Unis. Monsieur Woods, vous avez raison que Trump a félicité Theresa May, ça c'est sûr. Mais pour nous, c'est très important que, à l'époque, les États-Unis avaient soutenu l'accord de Vendredi Saint et le processus de paix. Ça, c'était clair et c'était très, très important. Ils étaient très engagés avec nous et son soutien était indispensable pour le succès de l'accord. Donc, pour cette raison, je pense qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui s'inquiètent à ce problème. Et, Monsieur Trump, le président, il est une chose, et il y a beaucoup de monde aux États-Unis. Je suis sûre qu'il s'inquiète à Brexit. Pour l'Irlande et pour le Grande-Bretagne. Merci. Écoutez, il me reste à vous remercier, vous, d'être venus si nombreux ce soir. Merci. Merci, Votre Excellence. Merci, Pauline. Merci, Francis, pour ce débat passionnant. Just okay for time. Yeah, perfect. Well done. Well done. It was very interesting. Very substantive discussion. Wonderful.
Yes. speakers. I need to find the Seamus Heaney poem again. Yes, To don't the- worry, we're tracking it. We're going to find it. To the frontier of writing. Hi. Yes, you too. How are you? I know. Yeah. What do you smoke? You did. Oh, good Lord. I feel the Middle East came from my past, but quite frankly, we have a... No, but my Swedish, my obsessed with it, you know? I mean, he is so tied into this issue, so I would be very happy. I know that he would be happy if I had a discussion with you about it. Definitely. Oh, I don't, well, it's been at that for years. Bye. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Oui, je connais vos collègues, mais effectivement... ouais. Voilà.